Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle série des points d'ancrage de 4.0. I'm Catherine Baudry. I'm the director of the Partnership for the Organization of Innovation and New Technologies, better known as 4.0. So it gives me great pleasure to welcome you to this first 4.0 webinar of the 2023-2024 year, and probably final year of 4.0, but more to come on the follow-up to 4.0. If for those who are new, the aim of 4.0 is to study how ecosystem contribute to increasing the country's innovation capacity and performance, and to develop new indicators to measure impact. So the topic of today is going to be presented by Manasseh Drabo from Statistics Canada. Is right on the topic. So I couldn't have a more perfect title. So Innovation Ecosystems Performance Indicator, a review of the literature. So it's my great pleasure to welcome Manasseh Drabo. So Manasseh, if you want to share your slides, we're eager to hear you this morning. Yeah, so thank you, Catherine Baudry and all the team from 4.0 for welcoming me at this webinar and giving me the opportunity to share our research. So my name is Manasseh Drabo. I'm a research analyst at Statistics Canada at the Economic Analysis Division, and I will be presenting this research about the innovation ecosystem performance indicators. We did this research in collaboration with the Investment, Science and Technology divisions. And I will be presenting in French, but my slides are in English, so feel free to ask a question in the language of your choice. Très bien. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tous. Donc, je vais vous présenter ici un travail qui est un travail de revue de littérature qui a été fait sur les écosystèmes d'innovation. Et à titre juste de motivation, pourquoi on s'intéresse aux écosystèmes d'innovation? Parce qu'on trouve que l'innovation a un effet très important sur les économies, et notamment les économies en fait dans les régions et dans les petites villes. Donc, lorsqu'on pense à des régions, on voit que ce sont des lieux souvent où on place en fait l'innovation, tout ce qui a trait aux connaissances, tout ce qui a trait à la diffusion de connaissances. On sait que ça prend place vraiment dans des analyses spatiales qui sont très très fines, et donc l'innovation a cette capacité-là de pouvoir développer les économies, que ce soit à travers des technologies qui sont déjà existantes ou bien des technologies qu'on va créer pour pouvoir justement permettre ce développement-là. C'est surtout aussi une question, les écosystèmes d'innovation sont des questions qui sont très intéressantes d'un point de vue des politiques publiques. Beaucoup de politiques publiques, notamment fédérales ou régionales, cherchent justement des outils qui permettent de pouvoir essayer de mesurer non seulement la compétitivité d'un point de vue régional, mais aussi de pouvoir trouver des manières de pouvoir améliorer l'innovation, parce qu'on sait justement que cette innovation-là a tendance à pouvoir avoir un effet beaucoup plus localisé, donc d'améliorer le niveau de vie, d'améliorer la croissance des entreprises, et aussi d'améliorer le niveau de vie des consommateurs dans ces régions-là. Et notamment, il y a un plan donc, du gouvernement fédéral canadien qui a mis plusieurs millions de dollars pour pouvoir développer ce qu'on appelle des super clusters. Je vais en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment des nids d'écosystèmes qu'on veut développer pour pouvoir essayer d'améliorer donc l'innovation dans ces endroits-là. Et en ce qui concerne cette étude-là, ça a été justement commissionné en fait par Statistique Canada pour pouvoir trouver des données qui sont issues en fait d'une consultation qui a été faite auprès de plusieurs intermédiaires dans ce programme-là d'innovation d'écosystème. Et on a consulté donc plusieurs intervenants, que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau des académies comme Polytechnique
Montréal aussi a été dans ce panel-là donc de consultation. Et à partir de là, on est arrivé à des recommandations. Une des recommandations était justement de trouver un outil qui allait permettre de pouvoir mesurer la performance des écosystèmes. Lorsqu'on pense à un écosystème d'innovation, on parle en fait de différents acteurs, activités, différentes ressources qui sont mises en place dans une localité précise pour pouvoir développer soit un secteur industriel, soit des technologies qui sont ciblées, ou même de mettre en place un environnement qui permet de la création d'idées qui peuvent être variées. Et donc, dans ce cadre-là, justement, de consultation qui a été fait justement par la division d'investissement, technologie et de sciences, ils sont arrivés justement à avoir certaines recommandations, notamment dans la catégorie de la recherche, qui serait de produire une littérature déjà qui tournerait une bonne description de ce que sont les indicateurs qui sont utilisés pour pouvoir mesurer donc les écosystèmes d'innovation. Et donc, ce travail-là, justement, s'inscrit donc dans cette consultation-là. Donc, le but ici, c'est de pouvoir mettre sur la table tous les acteurs qui participent à la vie d'un écosystème et de trouver quelles sont justement les données qui manqueraient et aussi quels sont les intérêts de chacun de ces acteurs-là pour pouvoir permettre justement de garantir un meilleur développement d'innovation. Donc, lorsqu'on pense aux écosystèmes, on pense vraiment à toute cette variété-là épanouie en fait de différentes personnes, de différentes académies, de différents gouvernements, de différentes intermédiaires. Ça peut être aussi des entreprises, des organisations à but non lucratif, justement, qui travaillent à développer des idées, à devoir développer de nouvelles technologies ou bien des technologies qui sont déjà en place, à les améliorer pour pouvoir permettre de pouvoir améliorer les niveaux de vie non seulement des consommateurs, mais aussi la manière dont les entreprises opèrent. Et donc, dans ce sens-là, une des recommandations qui a été faite au niveau donc, des indicateurs des écosystèmes, c'est de trouver une manière de pouvoir mesurer leur performance et aussi de pouvoir le faire dans un niveau spatial qui soit relativement fin. Parce qu'habituellement, les données en ce qui concerne l'innovation sont surtout disponibles au niveau souvent provincial, mais au niveau des pays, mais on n'a pas vraiment une lecture assez précise de ce qui se passe dans les villes, dans les régions. Et pourtant, on sait que c'est dans une échelle un peu plus fine que se tiennent des interactions, que naissent des idées, qu'il y a beaucoup plus justement de diffusion de connaissances. Donc, dans ce but-là, le but de ce papier-là, justement de cette recherche-là, a été de trouver donc des indicateurs conceptuels qui nous permettraient de mesurer donc la performance des écosystèmes. Et très rapidement, ce qu'on a surtout fait dans cette revue-là, c'est qu'on a regardé pas mal de documents, à peu près à plusieurs centaines de documents qui ont été regardés. Il y a 153 qui ont été retenus, qui proposent près de 400 indicateurs qu'on va pouvoir justement synthétiser et permettre justement de proposer non seulement des indicateurs qui vont être faciles à implémenter, mais qui vont aussi pouvoir mesurer différentes facettes d'innovation. Donc, on va le voir tout au long de la présentation. On va regarder plusieurs facettes différentes d'innovation qui sont mesurées. Donc, on propose ici donc un cadre analytique qui permettra qui peut être adapté à différents contextes d'écosystèmes. Et ce cadre-là est divisé en catégories différentes que je vais présenter tout à l'heure. Et on va retenir 38 variables principales qu'on trouve importantes. Pour pouvoir justement faire ce choix-là, on va utiliser des critères qui sont des critères bibliométriques, où on va classer les indicateurs selon leur utilisation dans la littérature. Étant donné que c'est une revue de littérature ici, le but sera de présenter donc quels sont les indicateurs qui sont les plus utilisés, pourquoi ces indicateurs-là sont les plus utilisés et qu'est-ce que ces indicateurs-là mesurent réellement. Après, dans un dernier temps, on va discuter justement soit des limites ou bien des défis qui peuvent émaner justement de ce cadre-là qui est proposé. Et donc, cette revue de littérature-là apporte plusieurs contributions différentes dans cette analyse. Et donc, une des contributions, c'est que ce papier-là va montrer donc une littérature qui s'étale sur les 30 dernières années. Donc, on regarde dans les 30 dernières années qu'est-ce qui a été fait en ce qui concerne les indicateurs pour mesurer la performance des écosystèmes.
Et on va s'attarder vraiment sur des articles qui ont été cités plusieurs fois dans la littérature qu'on va considérer comme étant pertinents. Ça donne aussi donc une contribution méthodologique parce je vais présenter ici une approche qui est quantifiable et qui est aussi comparable. L'idée ici, c'est de permettre d'avoir non seulement des indicateurs qui mesurent donc différentes facettes d'innovation, mais qui puissent aussi être comparés avec des régions d'autres pays. Donc, par exemple, les États-Unis, l'Europe, pour pouvoir dire par rapport à ces autres continents-là, à ces autres économies, quelles sont justement, comment le Canada est positionné par rapport justement à ces différentes régions. Donc, il y a aussi une contribution ici méthodologique. On propose vraiment une manière de pouvoir construire un index qui va permettre donc de donner des scores différents à différentes facettes donc de mesures d'innovation. Donc, il y a une contribution aussi de recherche ici parce que on identifie des opportunités de recherche après avoir proposé ce cadre-là. Qu'est-ce qui peut être fait donc avec ce cadre-là qui est proposé? Ça donne donc des avenues de recherche et des idées qui peuvent justement émaner à partir de là. Et encore une fois, donc, cette recherche-là a été faite dans le cadre d'une consultation. Donc, le but aussi est de permettre d'avoir des recommandations qui seraient partagées à ce niveau-là. Donc, il y a une contribution au niveau de la recherche, une contribution aussi un peu sur l'échelle d'analyse. Donc, euh, une des difficultés dans les études que je vais présenter, c'est le fait de pouvoir avoir une disponibilité des données dans une échelle qui soit très fine. Lorsqu'on est dans une échelle qui est un peu plus grande, les données sont plus disponibles, mais lorsqu'on vient au niveau, par exemple, des villes ou des régions, c'est plus difficile en fait de pouvoir trouver ces données-là. Donc, cette étude-là, non seulement va montrer différents indicateurs, mais aussi on va dire quels sont les indicateurs qui sont disponibles, à quel niveau exactement ces indicateurs-là sont disponibles. Et donc, est-ce que c'est nécessaire, par exemple, de faire d'autres enquêtes pour pouvoir trouver peut-être des données un peu plus fines, un peu plus précises. Donc, il y a ce type-là de recommandations qui sont faites donc, au niveau de notre analyse. Et donc, ça, c'est vraiment ça un peu pour la description générale, la motivation, la contribution. J'ai oublié de mentionner, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre durant la présentation pour que je puisse apporter des précisions. Sinon, je pourrais prendre aussi des questions à la fin de la présentation. Très bien. Donc, je vais commencer par une définition ici des écosystèmes d'innovation. Donc, la définition vraiment sur laquelle notre recherche va s'arrêter pour pouvoir avoir un peu cette analyse-là, c'est que on considère un écosystème d'innovation comme étant vraiment tout un ensemble dynamique d'acteurs, d'activités de ressources qui vont justement évoluer au travers d'institutions qui sont importantes donc, pour la performance des écosystèmes. On peut penser par exemple à la Silicon Valley aux États-Unis où on met en place non seulement des entreprises, des intermédiaires, des académiciens aussi qui viennent dans cet écosystème-là pour partager des idées. Donc, c'est vraiment un endroit où il y a un échange, une interaction des différents acteurs qui participent justement à la création d'innovation. Et donc, c'est dans ce cadre-là, dans cette définition-là, on va aborder donc la recherche sur les indicateurs qui vont nous permettre de mesurer la performance de ces écosystèmes-là. Donc, il faut comprendre que c'est un processus multidimensionnel. On prend en compte plusieurs choses en même temps. Et donc, il faut un cadre qui soit assez général pour pouvoir arriver à pouvoir mesurer l'activité de tous ces les différents acteurs justement qui sont dans cet écosystème-là. Et donc, pour trouver un cadre qui va me permettre de pouvoir mesurer tout cet aspect-là multidimensionnel, on va prendre en compte en fait un cadre qu'on appelle un cadre d'entrée et de sortie, donc d'input-output, qui vont nous permettre de pouvoir regarder plusieurs dimensions différentes d'innovation. Donc, la première dimension qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle les entrées d'innovation ou les inputs d'innovation. Donc, ce que ça a regardé ici, c'est de dire en termes, que ce soit en termes de capital humain, donc il y a un peu un typo ici sur la présentation, en termes de capital humain, en termes ici de financement, d'investissement, en termes de conditions, quels sont justement quel est l'environnement qui permet de pouvoir garantir une création d'innovation à court terme ou à moyen terme. Donc on veut trouver
quel est l'environnement qui soit favorable pour permettre une création d'idées ou une création d'innovation, un développement de nouvelles technologies, une amélioration des technologies déjà existantes. Et donc, je vais présenter tout à l'heure quelles sont justement ce qu'on appelle donc les entrées d'innovation, donc ce cadre-là qui va nous permettre de pouvoir avoir un environnement favorable au développement d'innovation. Ensuite, la deuxième dimension qu'on va regarder, ce sera les outputs d'innovation. Donc, en ce moment-là, on regarde vraiment des mesures directes d'innovation. Donc, qu'est-ce qui a été créé comme innovation, que ce soit en termes de collaboration, que ce soit en termes de produits de connaissances, en termes d'emploi, en termes de production. Donc, comment l'innovation a été créée dans notre économie. Et donc, étant donné qu'il y a plusieurs papiers qui ont été produits sur la question d'écosystème d'innovation, on va retenir donc ceux qui sont dans ce cadre-là, ou s'ils n'ont pas été faits dans ce cadre-là, on va trouver une manière de pouvoir justement les standardiser à ce cadre-là pour pouvoir justement trouver un cadre qui nous permet de pouvoir comparer les différentes revues de littérature, les différents papiers qui ont été faits justement dans cette littérature. Et donc, on commence d'abord avec ces neuf papiers-là qui vont donner donc une position de départ dans notre analyse de revue de littérature. Et donc, ce sont des études qui ont été faites à des échelles différentes. Donc, il y a des échelles qui sont plus des échelles d'industrie, on a des échelles après régionales, on a des échelles qui sont plus des échelles de pays. Donc, on prend donc des études qui ont été faites dans des échelles qui sont différentes, dans des pays qui sont différents, qui mesurent peut-être des concepts différents d'innovation. À partir de ça, on essaie de les mettre donc dans ce cadre commun-là que je viens de présenter pour pouvoir justement trouver une manière de présenter quelque chose qui sera harmonisé à ce niveau-là. Donc, je vais commencer très rapidement. Je vais aller brièvement sur chacune de ces recherches-là parce que ce sont les papiers principaux. Et ensuite, on va utiliser aussi tous les papiers qui ont été cités dans ces papiers-là. Et donc, ça va me donner vraiment une base de données une base de données pour notre littérature pour pouvoir justement analyser tous les indicateurs qui ont été proposés dans cette littérature. Donc, le premier ici, c'est un papier du Conseil de recherche nationale qui a fait une étude en fait sur des clusters. Donc, les clusters, c'est juste un regroupement d'entreprises par secteur. Et à partir de là, donc, on essaie de voir la performance des différents clusters, des différents regroupements industriels qui ont été faits. Et donc, ces auteurs-là ont proposé des indicateurs qui vont faire cette analyse-là vraiment au niveau industriel. L'avantage de faire cette analyse-là, c'est qu'on se concentre sur la performance d'une industrie. On essaie de comparer la performance d'une industrie par rapport à une autre. Ensuite, donc, on a une autre recherche qui a été faite justement par Baudry et Soulard-Pelletier, qui a été faite surtout sur les superclusters. Donc, les superclusters vont plus s'intéresser à des technologies au lieu d'industrie. Et donc, à partir de là, on va chercher à voir quelle est justement la performance de ces regroupements-là de haute technologie et d'essayer de comprendre quelle différence il peut y avoir entre les différentes superclusters qui ont été faits. Donc, déjà, le fait de passer de cluster à supercluster, on se rapproche un peu plus de la définition d'écosystème parce qu'on va aller regarder un peu plus les technologies. On va aller regarder aussi un peu plus les interactions qu'il y a entre les différents regroupements qui sont là dans cette étude. Et ensuite, on passe ici à l'étude de Cuquier et co-auteurs qui vont, eux, mettre en place un index qui va mesurer vraiment la performance d'écosystèmes dans les régions. Donc, à ce niveau-là, on va pas s'arrêter juste à des industries ou à des technologies, mais on va intégrer d'autres acteurs de l'écosystème comme les académies, les universités. On va intégrer les organismes à but non lucratif qui travaillent justement dans le domaine de l'innovation. Donc, on intègre beaucoup plus donc, de personnes, d'acteurs dans l'écosystème et on l'étend donc à des régions. Donc, on a une étude qui va s'intéresser à des régions au Canada. Donc, cette étude-là de Cuquier va regarder surtout dans les régions de l'Est de l'Ontario. On va s'intéresser surtout à des petites régions. Et on a une étude ici qui a été faite par Slapper et co-auteur qui va s'intéresser à des régions aux États-Unis qui sont beaucoup plus grandes par rapport à l'étude qui a été faite
sur les régions canadiennes. Par la suite, on a 5 études qui ont été faites au niveau de pays. Donc là, on va comparer la performance des écosystèmes de différents pays, que ce soit des pays en Europe, les pays de l'OCDE, les pays, des pays un peu partout dans le monde et tout. Puis on va faire donc des index qui vont nous permettre de pouvoir mesurer donc la performance des différents types donc, de pays et puis essayer de comprendre pourquoi tel pays, par exemple, a une meilleure création d'innovation par rapport à une autre. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, ça sont les études principales qui ont été retenues parce qu'on pouvait justement les standardiser donc, dans ce cadre-là d'input, d'output. Aussi parce que ces études-là se sont basées sur des papiers qui ont été soit dans l'empirique ou dans du théorique en ce qui concerne les indicateurs des écosystèmes d'innovation. Et on va vraiment étendre, donc on va rentrer dans chaque étude qui ont été citées, qui ont été proposées. On va consulter ces études-là, vérifier quel est le type d'indicateurs qui sont proposés et à partir de là, donc, arriver justement à classer les indicateurs par leur pertinence dans la littérature. Donc, je vais présenter très brièvement ici, pour chaque étude, quelles sont les forces et les faiblesses. Ce ne sont pas vraiment des forces et des faiblesses dans le sens où chaque étude est contextuelle, a une analyse qui est propre à un objectif précis. Mais dans le cadre commun qu'on est en train de faire et tout, donc je vais présenter qu'est-ce qui a une force, a été retenu dans ces études-là, justement dans notre cadre, ou qu'est-ce qui manquait dans le cadre qui va être proposé tout à l'heure. Donc, dans la première étude ici, qui est l'étude sur les clusters, l'avantage, c'est qu'on présente ici des écosystèmes comme étant un processus qui évolue dans le temps. Donc, l'écosystème n'est pas juste stable, il va évoluer et dépendamment de son évolution, que ce soit au début, l'écosystème au début dans sa phase de développement ou bien à la fin de sa phase de développement, les indicateurs qu'on va proposer seront différents. Donc, cette étude-là a cet avantage-là, donc de proposer des indicateurs qui vont changer avec justement la phase de développement de l'écosystème. Au niveau des faiblesses dans le cadre commun que l'on va proposer, on trouve qu'il n'y a pas en fait vraiment des indicateurs qui vont venir mesurer les investissements en technologie et en information qu'on sait qui sont très importantes pour le développement d'idées, pour la création d'innovation et tout. Il n'y a pas vraiment d'indicateurs en ce qui concerne les investissements en recherche et développement. Il y a beaucoup de papiers de littérature qui va montrer que le fait d'investir en recherche et développement a un effet positif et significatif sur la création d'innovation, la création donc de produits d'innovation qui seront par la suite commercialisés. Et donc, il y a aussi une faiblesse en ce qui concerne les liens qu'il pourrait avoir justement entre les différents acteurs des écosystèmes. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas retrouvé dans ce cadre-là qui est proposé et que dans cette revue de littérature-là, nous, on va le proposer dans le cadre commun que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, la deuxième étude sur les superclusters. Donc, l'idée ici des superclusters était de s'intéresser à des sphères de technologie précises. Par exemple, à l'intelligence artificielle, un peu dans la région du Québec. On s'intéressait aussi aux énergies renouvelables, océaniques, au niveau donc de l'Atlantique, etc. Donc, on allait cibler vraiment des entreprises, on allait cibler des technologies précises. Donc, une des forces, c'est qu'il y avait des mesures vraiment directes de l'innovation. Donc, on cherchait vraiment des mesures directes d'innovation pour voir quelle était la différence de performance entre ces différents superclusters-là. Et on s'intéressait un peu moins aux conditions qui auraient pu permettre, par exemple, à un supercluster d'être plus performant qu'un autre. Donc, au niveau des inputs, il y avait un peu moins d'indicateurs à ce niveau-là, mais au niveau des outputs, il y avait beaucoup plus d'indicateurs qui étaient présentés, étant donné que le but était de renseigner les politiques publiques sur justement ce qui était fait de manière concrète dans les différents superclusters. Ensuite, dans les études qui ont été faites au niveau régional, ce qu'on trouve surtout comme
comme faiblesse, c'est qu'il y a beaucoup moins de liens d'innovation, en fait, finalement, qui sont mesurés. Donc, en termes, par exemple, de collaboration entre les entreprises et les universitaires, donc, il n'y avait pas d'indicateur qui arrivait à mesurer ça. Il n'y avait pas d'indicateur aussi qui mesurait, donc, les liens qu'il pourrait avoir entre les organismes, par exemple, publics et les entreprises privées, tout ça. Donc, ça, ce sont des choses que nous, on va proposer dans notre cadre qui va être présenté. Par contre, ces recherches-là, étant donné qu'ils vont s'intéresser beaucoup plus à des régions, vont proposer donc une panoplie d'indicateurs beaucoup plus large que ceux qui s'intéressent aux clusters, qui sont beaucoup plus ciblés sur des industries précises. Donc, on a par exemple cette étude-là qui a été faite par the Indiana Business Research Center dans les régions des États-Unis qui vont proposer près de 86 indicateurs différents. Donc, ils proposent vraiment une large panoplie d'indicateurs qui mesurent différentes facettes, non seulement surtout en termes d'innovation, en termes d'input d'innovation, ils proposent vraiment beaucoup d'indicateurs pour pouvoir mesurer la performance en termes ici d'environnement favorable au développement de l'innovation. Par la suite, on a les études qui ont été faites au niveau des pays. L'avantage, en fait, des recherches au niveau des pays, c'est qu'ils vont intégrer un peu plus le rôle du gouvernement dans le développement de l'innovation, surtout en termes de financement et d'investissement, et qui pourrait être fait non seulement dans les universités, auprès des entreprises, auprès des organismes à but non lucratif qui développent justement de l'innovation. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le développement de l'investissement, le développement des infrastructures qui peuvent permettre le développement de l'innovation ou bien de garantir des institutions qui favorisent le développement de l'innovation. Donc, ça, c'est l'une des forces et des avantages donc, de ces études-là. Au niveau des faiblesses, encore, ça dépend d'une étude à une autre, donc on peut voir des faiblesses qui sont différentes, mais celles qui reviennent le plus ou la plus, c'est vraiment au niveau des liens qu'il y a entre les différents innovateurs, parce que c'est très difficile à mesurer. Hein. C'est souvent difficile à mesurer la collaboration qui puisse exister entre différentes, et souvent la connaissance est tacite, donc ça veut dire qu'elle est difficile à quantifier précisément. Donc là, on est autour d'une table, on échange des idées, mais comment quantifier la valeur de ces idées-là, quel impact ça peut avoir sur l'économie, c'est quelque chose qui est difficile. Donc c'est pour ça que souvent, c'est une faiblesse qui revient dans les études parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement difficile à être quantifié. Et donc, voilà un peu le cadre qu'on propose en étudiant donc tous ces papiers-là. Donc, c'est un cadre, encore une fois, qui est issu donc de l'idée d'avoir des inputs et des outputs. Donc, je vais commencer par les inputs, donc par les entrées en termes d'innovation. Donc, ici, on s'intéresse au cadre, à l'environnement qui pourrait favoriser le développement d'innovation. On a donc un peu plus au niveau du capital humain. Donc, ça veut dire, on veut essayer de voir ici quel est le capital humain qui permettrait de pouvoir développer beaucoup plus d'innovation. Par exemple, la littérature va montrer que plus il y a des personnes qui ont des diplômes universitaires dans une région et plus on voit qu'il y a un lien positif et significatif, par exemple, sur les applications des brevets, que ce soit dans les villes ou dans les régions. Donc, il y a un lien positif quand même qui est là entre un certain niveau de capital humain, et ce capital humain-là doit être divers, mais aussi il doit être d'un certain niveau d'éducation pour pouvoir permettre d'avoir donc un certain développement donc d'innovation. Et aussi en termes de recherche, donc la présence par exemple de certaines universités ou bien de certaines entités de recherche peuvent développer beaucoup plus de l'innovation dans une ville, dans une région par rapport à une autre. Donc ça, il va y avoir des indicateurs qui vont essayer justement de mesurer donc cette catégorie-là au niveau du capital humain de la recherche. On aura des indicateurs aussi pour pouvoir mesurer les infrastructures, les institutions. Donc l'idée ici, c'est de trouver des institutions favorables au développement de l'innovation. Donc, par exemple, si on a une entreprise qui est dans le secteur des hautes technologies, qui voudrait mettre en place un projet de développement d'innovation, est-ce qu'il y a beaucoup d'obstacles à la mise en place de cette entreprise-là au niveau institutionnel? Est-ce qu'il y a beaucoup d'obstacles
aussi d'un point de vue concurrentiel ou pas? Est-ce qu'on favorise la création rapide d'entreprises? Est-ce que la bureaucratie est un frein justement à ce développement-là et tout? Donc, dans certains pays, c'est un obstacle et ça empêche le développement d'innovation et tout. Donc, on aura des mesures par rapport à ça sur la qualité donc, de l'institution, mais aussi la qualité de l'infrastructure. Juste un exemple, par exemple, la qualité de la connexion Internet. On voit que ça a un effet sur le développement de l'innovation dans les villes. Et donc, on aura des indicateurs qui vont mesurer ça. Par la suite, on a une autre catégorie qui sont plus des conditions de marché. Donc ici, on veut voir en termes d'investissement. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a de l'investissement pour des entreprises qui font de l'innovation? Est-ce qu'il y a des investissements publics, des investissements privés? En termes aussi de dynamique entrepreneuriale. Donc, est-ce qu'on a, par exemple, des banques qui permettent de pouvoir avoir accès à beaucoup de financement pour permettre donc aux entreprises de pouvoir se lancer dans des projets d'innovation? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? La concurrence a tendance à enlever les entreprises moins productives et en faire en sorte que les entreprises qui restent sont obligées d'être innovantes pour pouvoir rester concurrentes. Et donc, la concurrence a un effet positif sur l'innovation, mais aussi le monopole, dans le sens où un monopole a beaucoup plus de rente, donc aura beaucoup plus de ressources pour pouvoir investir dans des projets d'innovation que les entreprises qui sont souvent relativement nouvelles et qui font face à de la forte concurrence. Donc, on va mesurer ces différents aspects-là donc de dynamique de marché. Et par la suite, on va regarder aussi ce qu'on appelle les outputs, donc les sorties. Donc, ça veut dire ce sont des mesures directes d'innovation. Donc, ça peut avoir des impacts économiques ou des impacts d'innovation. Par exemple, on va regarder est-ce qu'il y a beaucoup de collaboration entre les universités et les entreprises. Donc, il y a beaucoup d'études qui montrent que lorsqu'il y a de la collaboration, c'est parce qu'il y a de l'innovation dans une région. Donc, dans une région, il y a l'innovation, ça va attirer beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus de personnes qui se parlent, etc. Et tout. Donc, on le garde un peu plus ici au niveau des outputs. Ça aurait pu être considéré aussi au niveau des inputs, mais les études dans la littérature vont plus dans le sens d'output qui vont montrer justement que c'est plus un output en fait d'innovation qu'un input. On va regarder aussi beaucoup de output en termes de connaissances, comme juste les produits d'innovation, les applications de brevets. Donc, ce sont des mesures directes, par exemple, d'innovation, la commercialisation de certains produits, que ce soit des produits de design ou de copyright qui sont mis en place et tout ça, et qui montrent qu'il y a de l'innovation qui prend place. On va regarder aussi un impact économique, parce qu'on se dit que dans une économie, il y a de l'innovation, il y a la croissance. Donc, s'il y a de la croissance en termes d'emploi ou de production, ça peut être un indicateur justement d'être dans une économie qui est très innovante. Je travaille actuellement sur un papier qui regarde l'effet donc qui a regardé l'effet de la désindustrialisation sur l'innovation. Et des choses qu'on montre justement, c'est que dans une économie où il y a peu d'innovation, cette économie-là aura tendance à moins faire face, par exemple, à des chocs économiques négatifs. Donc, on peut penser, par exemple, à des chocs comme les chocs Covid, où il y a eu des fermetures importantes d'entreprises et tout ça. Donc, des économies qui étaient beaucoup plus innovantes ont pu s'adapter beaucoup plus facilement et développer plus d'idées pour leur permettre de pouvoir passer au travers de ce choc économique-là négatif et donc d'avoir un emploi qui est beaucoup plus élevé comparativement à d'autres entreprises qui n'avaient pas justement ce développement-là d'innovation. Donc, l'indicateur sur l'emploi peut nous donner donc une idée de savoir s'il y a de l'innovation qui prend place dans une économie par rapport à une autre et en termes de production aussi. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer de manière un peu plus précise quels sont les indicateurs qui ont été retenus. Donc, ça, c'est le cadre général, qui est un cadre qui est quand même relativement commun à beaucoup d'études qui ont été faites, notamment au niveau des pays de l'OCDE, des pays européens. Donc, ça permet d'avoir une comparativité d'un point de vue international, mais aussi ça regroupe différentes catégories, différentes sphères d'innovation. Et on garde à l'esprit que
l'écosystème, c'est vraiment un processus qui est multidimensionnel, donc c'est important d'avoir cette variété-là, en fait, d'indicateurs qui regardent plusieurs choses à la fois. Oui. Isn't it better to use, for example, resources instead of enabling condition? You see, for example, human capital and research, infrastructure and finance, all of them are the sources of innovation. One of them economical, human resource, and also infrastructure. And for example, institutions, if you mean the same thing as for example, GII said, I think enabling condition, it could be overhead of both inputs and outputs. It means that, for example, imagine that innovation regulation. So, for example, in the phase of input, we have some regulation that help companies to do R&D. And in the case of outputs, we have regulation that help them, for example, to send their products to the market. So I think that enabling condition maybe it's not a good term to use for input just. Yes, this is a good comment. I think I will I will consider this comment. Yeah, this is right because you can see the enabling condition like a way to promote some product, innovation product, or another way to enable the environment. They have effect in both inputs and outputs. It's more than yes, but you have to see in this part the enabling condition as the resources that are necessary for the development. What do you mean by institutions? Infrastructure, I think it's okay. But what do you mean by institutions here? So for the institution, I will show you an indicator that measures the institution, but it's like the quality of the institution that can just permit the innovator to create idea. It's like there is some index like the doing business index on the macroeconomic level, and that you can see if I want to create like a firms or a project or innovation project. Can you just like help me to open this business, or can this will be like or is it an obstacle, or the institution is an obstacle for the inventor to promote his idea. So I will measure the propensity of the government to help the firms and the inventors to create innovation, or to build an environment that is favorable for the creation of innovation. So I will show the more precise like indicators in the next slide. Yes, Baudrey. Je me demandais si, Madame Raté, vous vouliez poser votre question maintenant. J'ai vu que vous avez levé la main, peut-être en retard, mais je vous donne l'opportunité si vous voulez poser votre question tout de suite. Merci beaucoup. Oui, ben, c'est ça, j'avais une question. Tant qu'à être arrêté. Pardon? J'ai dit tant qu'à être arrêté. Oui, c'est ça, exactement. C'est fort intéressant. Merci beaucoup là, de présenter ce cadre d'analyse-là, input-output. Puis moi, je me questionnais sur l'importance relative de certaines des variables. Peut-être que vous allez en parler plus tard, là, mais sur les conditions de marché en particulier, est-ce que, par exemple, le Business Dynamics joue un rôle encore plus grand que le support puis le financement? Donc, l'importance relative. Est-ce que la littérature dit quelque chose sur ça? Oui, est-ce que vous voulez renchérir? Je vais répondre à votre question. Ça a soulevé. Je voulais juste dire que j'ai une question. Ok, une question par la suite. D'accord. Donc, ce qu'on va proposer dans ce cadre-là, c'est que d'un point de vue d'une analyse qui est un peu plus, je vais dire, verticale, on ne différencie pas les différents indicateurs qui sont proposés. Par contre, on peut permettre aux chercheurs, à celui qui est intéressé par ce cadre-là, de donner des poids différents. Donc, je vais le présenter tout à l'heure. Si je pense, par exemple, dans mon étude, que je suis beaucoup plus intéressé aux outputs d'innovation par rapport aux inputs, parce que
je vais vraiment donner une cartographie précise de ce qui a été fait en termes de mesures directes d'innovation. Donc, je vais pondérer beaucoup plus fortement, par exemple, les catégories d'output par rapport aux catégories d'input. Ce qui est fait dans cette analyse-là, c'est qu'on va montrer quels sont les indicateurs qui sont les plus utilisés. Donc, on va voir, par exemple, qu'il y a certains indicateurs de marché qui sont beaucoup plus utilisés que des indicateurs, par exemple, de capital humain, parce que le contexte de la recherche a poussé les chercheurs donc, de cette littérature-là à se questionner beaucoup plus sur les indicateurs de marché. Il y a aussi certains indicateurs qui sont beaucoup plus récents, qui vont regarder, par exemple, des effets un peu plus, disons, désolé, j'arrive pas avec ma langue là, donc des effets de plus d'environnement sur l'innovation et tout. Donc, à ce niveau-là, on va chercher un peu plus, par exemple, des indicateurs qui sont un peu plus récents, qui vont être moins cités dans la littérature, mais qui regardent un contexte qui est beaucoup plus récent. Donc, les indicateurs que je vais montrer ici en termes d'importance vont être beaucoup affectés par les objectifs de recherche dans les 30 dernières années. Donc, on est conscient de ça. Et c'est pour cela qu'on va proposer donc un cadre qui est adaptable, où on peut, par exemple, pondérer de façon différente les différents indicateurs. Pour l'exemple que je vais présenter ce matin, moi, je les ai pondérés de façon identique. Donc, j'ai donné un poids identique en me disant que chaque indicateur a le même poids, mais c'est ici juste pour des soucis de présentation que je vais présenter ça. Oui, j'avais une autre question. Oui, oui, c'est moi. Et premièrement, merci. C'était super intéressant. Et ma question, c'était la suivante, en fait. Sans rendre trop philosophique, en fait, de pourquoi est-ce qu'on veut vraiment innover. Et l'idée, c'est, moi, je dirais que c'est pour le bien-être des personnes et aussi l'environnement. Donc, ma question, c'est si vous savez fait un peu de recherche par rapport aux différents types de variables, autres que les variables un peu plus traditionnelles et un peu plus. Alvar, est-ce qu'on peut garder cette question-là pour la Oui, fin oui, et puis laisser C'est bon. la, C'est bon. parce qu'on va bien certainement sûr. embarquer sur ce genre de questions-là lors de la discussion à la fin. Parfait. D'accord, je garde la question pour la fin. Merci de l'avoir posée. OK, donc, quels sont les critères qui ont été retenus pour pouvoir justement donc, analyser tous ces papiers-là? Donc, on a des critères qu'on appelle bibliométriques. Donc, c'est-à-dire que, étant donné que c'est une revue de littérature, donc on veut voir qu'est-ce qui a été le plus utilisé dans la littérature. Et ce qu'on va regarder, c'est que on part donc de ces 9 études-là qui rentrent dans ce cadre-là d'input-output et on prend aussi tous les papiers qui ont été cités donc, et qui nous donnent à peu près 200 papiers finalement avec lesquels on termine. Et on va regarder ces papiers-là. Donc, ce sont des papiers qui peuvent être empiriques, donc par exemple, qui vont montrer que cet indicateur-là a un effet empirique sur l'innovation, que ce soit en termes d'input ou d'output. Ou bien ça peut être des papiers théoriques, donc qui vont donner donc de l'intuition en fait sur ce que pourrait avoir donc l'effet de cet indicateur-là donc sur des inputs ou des outputs d'innovation. Donc, on a donc un premier ensemble de 400 indicateurs. Par la suite, donc, on va retenir uniquement les papiers qui ont été cités au moins 100 fois dans la littérature. Donc, ici, on peut utiliser donc, plusieurs plateformes qui permettent donc de pouvoir voir le nombre de citations qui sont faites et tout ça. Et donc, ça nous permet de garder 153 papiers parce que souvent, on a un papier dans la littérature qui a été cité juste 2 fois, qui est récent et tout, qui est encore en développement. On n'a pas encore assez d'évidence sur les résultats de ce papier-là. Donc, on va le mettre de côté. Donc, on va prendre vraiment des papiers qui ont été éprouvés par les pairs, qui ont été utilisés à plusieurs reprises et tout. Et à partir de là, on termine donc avec quand même une bonne variété de papiers, dont 153. Et donc, de ces 153-là, on va chercher les indicateurs qui vont être cités donc, dans ces différents papiers-là, dans ces 153 papiers. Et ici, donc, il faut savoir que l'indicateur qui est le moins cité a une seule citation et l'indicateur qui est le plus cité a 22 citations.
Donc, à partir de ces dispersions-là, on va faire donc une classification et on va pouvoir classifier donc les indicateurs les moins cités comme étant ceux qui ont moins de 5 citations, les indicateurs les plus cités qui ont entre 5 et 10 citations, moyennement cités, et les indicateurs les plus cités qui ont plus de 10 citations. Donc, à partir et ces citations-là donc sont issues de ces 153 papiers-là qui utilisent donc différents types d'indicateurs et tout. Donc là, on termine avec 38 indicateurs qui sont soit moyennement ou fortement utilisés par la littérature. En annexe de ce papier-là, on garde aussi les indicateurs qui sont très peu cités. Dans le sens où, comme ce que j'ai dit, souvent on a des indicateurs, par exemple, qui vont mesurer autre chose que des impacts qui sont économiques, qui peuvent être des impacts environnementaux, bien des impacts qui peuvent être autre chose qu'on peut regarder. Par exemple, le dernier papier dont j'ai parlé, qui est le papier du WIPO, lui tient en compte le contexte COVID. Donc, c'est l'un des seuls papiers qui va tenir en compte le contexte COVID dans l'analyse justement des performances d'écosystèmes. Donc, va développer de nouveaux indicateurs qui tiennent en compte ce contexte-là. Et donc, on garde quand même ces indicateurs-là. Ils ne sont pas utilisés dans notre cadre, mais en annexe, si le chercheur veut quand même trouver ces indicateurs-là et voir comment ils ont été construits, il peut justement consulter ces indicateurs-là. Mais on reste donc avec 38 indicateurs. Et voici les indicateurs donc, qui sont proposés. Donc, en termes d'input, donc dans un peu plus les ressources que les conditions. Donc, on a le capital humain et la recherche. On va regarder par exemple les dépenses en éducation, le nombre d'étudiants internationaux, le nombre de programmes de connaissances qui sont mis en place, les recherches, les chercheurs, les techniciens en recherche et développement, les scientifiques ou les journaux techniques qui ont été cités, l'éducation par exemple universitaire, le nombre d'universités qu'il y a dans une ville, dans une région, la population jeune. Donc, tout ça sont des indicateurs que souvent on voit que c'est un effet positif sur avoir un environnement favorable qui permet le développement d'innovation. Et donc, là, vous avez la lettre M ou la lettre H. M pour ceux qui ont été moyennement cités dans la littérature, H pour ceux qui sont fortement cités dans la littérature. Donc, par exemple, on peut voir qu'il y a beaucoup d'indicateurs, comme la question qui m'a été posée tout à l'heure, de dynamique donc, de marché, d'entreprise, qui sont fortement cités parce que, d'un point de vue historique, c'était vraiment cet angle-là qu'on voulait surtout chercher. On voulait voir vraiment quelles sont les conditions de marché qui permettraient justement de pouvoir garantir aux entreprises de développer des projets d'innovation, de créer donc des idées d'innovation. Il faut savoir aussi que une bonne partie de l'innovation passe par les entreprises, par rapport aux universitaires, par rapport aux organismes gouvernementaux. Donc, c'est pour cela qu'on va retrouver des indicateurs qui vont être beaucoup plus vers les marchés, mais c'est quelque chose qui change. Il y a beaucoup plus de variété dans la création d'innovation et tout. Donc, c'est pour ça qu'on regarde, qu'on va voir juste dans cette catégorie-là, il y a beaucoup plus d'indicateurs qui sont fortement cités. Des indicateurs intéressants, c'est comme les indicateurs, par exemple, d'emploi dans l'industrie des hautes technologies. Donc, on sait que c'est un domaine d'industrie qui développe beaucoup plus d'innovation par rapport aux autres secteurs d'industrie, ou du moins des innovations qui sont mesurables, parce que souvent, on peut avoir des innovations comme des innovations de processus dans des entreprises. Ça, c'est difficilement mesurable par rapport à des produits d'innovation qu'on peut quantifier. Donc, souvent, ce secteur-là va être beaucoup étudié. Dans le domaine, par exemple, des finances et de l'investissement, du support financier, on va voir que les dépenses universitaires en recherche et développement sont quelque chose de très important, vont souvent garantir un environnement favorable au développement d'innovation, et aussi l'implication du gouvernement, les dépenses du gouvernement qui vont aider donc ces entreprises-là ou bien ces acteurs-là dans l'innovation. Au niveau donc institutionnel, donc on posait la question là au niveau institutionnel, quels sont les types d'indicateurs qui sont retenus? Par exemple, on va retenir donc des index de qualité d'affaires, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est des choses qui sont faites d'un point de vue surtout macroéconomique, au niveau vraiment des pays. Mais il y a des enquêtes qui sont faites, par exemple, au niveau de Statistique Canada, où on pose des questions aux entreprises pour savoir comment vous trouvez
actuellement l'environnement institutionnel? Est-ce que c'est facile de créer des entreprises? Est-ce que vous faites face à beaucoup d'obstacles? Comment vous jugez justement la facilité de mettre en place, par exemple, des projets d'innovation, etc. Donc ça permet de pouvoir créer ce type-là d'index et on peut voir peut-être qu'à Montréal, il y a une plus grande facilité, par exemple, à créer de l'innovation par rapport à d'autres villes. C'est un exemple que je donne. Et donc, on a aussi en termes, par exemple, d'infrastructure, est-ce que c'est facile en termes de performance logistique, de transport, de déplacement de matériel et tout ça pour pouvoir justement garantir donc un réseau d'infrastructures qui soit assez performant? Est-ce qu'il y a une facilité dans une ville par rapport à une autre, par exemple des villes qui sont très isolées ou des villes qui ont accès à des ports, etc. Donc qui peut permettre ce type-là de développement. Donc on a donc des indicateurs. Donc, vous pouvez voir que c'est surtout ceux dans le capital humain et dans les conditions de marché, surtout au niveau des entreprises, qui ont beaucoup plus d'indicateurs qui sont cités parce que historiquement, c'est vraiment au niveau des institutions, soit académiques ou bien entrepreneuriales, où on observe le plus donc d'innovation. Ici aussi, on a les outputs. Je vais essayer d'aller plus rapidement. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais l'idée ici, c'est juste de vous montrer un peu quels sont les types d'outputs qui sont retenus dans la littérature et qui sont cités, par exemple, en termes de produits de connaissances. Donc, j'en ai parlé, ça s'appelle les applications de brevets ou bien les produits, les processus d'innovation, les marques, les copyrights, etc. En termes de production, donc on peut regarder quelles sont les exportations, par exemple, dans les industries de haute technologie. Donc, s'il y a beaucoup d'exportations, c'est parce que ces entreprises-là ont une grande viabilité économique et on soupçonne donc qu'il y a un niveau d'innovation qui soit beaucoup plus élevé. Il y a des études qui montrent que c'est parce qu'il y a un niveau d'innovation qui est beaucoup plus élevé qu'il y a de l'exportation qui prend plus place dans les entreprises par rapport à d'autres. Et donc, en termes d'emploi aussi, on peut regarder la dynamique, par exemple, en termes de création de nouvelles entreprises. Et donc, dans des villes qui sont beaucoup plus innovantes, on voit qu'il y a beaucoup plus de création d'entreprises que dans des villes moins innovantes parce que ce sont des niches qui sont beaucoup plus productives dans ces villes-là par rapport à d'autres. Et donc, comme ce que je disais, tous ces indicateurs-là, dans notre étude, on cite comment les construire. On dit comment les construire au niveau canadien, quelles sont les bases de données que vous pouvez accéder pour pouvoir les construire. Et aussi, on précise, est-ce que ces indicateurs-là peuvent être construits, par exemple, à des niveaux plus fins, comme dans les villes? Si ce n'est pas possible, on suggère donc de faire des enquêtes pour pouvoir justement faire une analyse un peu plus précise à ce niveau-là. Donc, on dit à quel niveau c'est disponible. Donc, ça permet vraiment de pouvoir donner un outil qui est facile et tout. Il y a des tests de robustesse qui ont été faits, donc un peu comme ce que je vous ai dit. Est-ce que je peux vous interrompre? Il y a une petite question de Madame Dominique Gagnon. Oui. Avant que vous parliez de tests de robustesse, qui est sans doute un thème un peu complexe, mais Madame Gagnon, à vous. Monsieur Gagnon, oui. Monsieur Gagnon, excusez-moi, sans j'ai problème. pris pour acquis que Dominique QUE, n'ayant pas vu votre photo. Toutes mes excuses. Sans problème. Manassé, je me demandais si tu pouvais t'étendre sur Proprietary Income to Wage and Salary, parce que quand on passe à des comparaisons internationales, on tombe dans des situations un peu particulières où ça peut être représentatif plus de l'inégalité que d'innovation. On sait qu'au Japon, les salaires des CEO sont beaucoup plus bas qu'aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils innovent moins, là. Oui, effectivement. C'est vrai. Donc, dans la littérature, en fait, ce qui est montré, c'est que dans des endroits où il y a beaucoup plus d'innovation, il y a beaucoup plus de propriétaires d'entreprises. Donc, on a tendance à avoir un peu plus d'autonomie à ce niveau-là, donc de création d'entreprises qui sont possédées par des individus. Et donc, à partir de là, justement, on veut essayer de voir par rapport à des salariés, donc des entreprises où il y a des salariés, est-ce que le revenu, par exemple, des propriétaires est beaucoup plus élevé que le niveau, par exemple, des salaires? Mais ici, c'est sûr que ça peut être une mesure d'inégalité, mais l'intuition qui est là derrière, c'est de dire, si j'ai de l'innovation qui prend place dans un lieu, dans une région, ou bien dans une ville, je m'attends à voir de façon un peu plus disproportionnelle, un peu plus de
d'entrepreneurs qui prennent place, un peu plus de personnes qui veulent développer des entreprises, développer des projets par eux-mêmes, qui a quand même été pas mal montré dans la littérature. Dans mon document, je cite les papiers qui montrent ces phénomènes empiriques où on trouve que il y a vraiment des effets qui sont des effets beaucoup plus de création, beaucoup plus d'entrepreneuriat qui prend place dans des villes qui sont plus innovantes. C'est sûr que lorsque, par exemple, je donne un autre exemple, lorsque je pense aux exportations dans les industries high-tech, on sait qu'il y a un effet de l'innovation, mais il y a aussi un effet de beaucoup d'autres choses qui peut prendre place. Donc, ces indicateurs-là, ça nous permet d'avoir, disons, une description de base, pour nous donner de l'intuition pour aller peut-être faire une analyse un peu plus profonde. Et à partir de là, peut-être on peut se rendre compte que finalement, cette mesure-là des revenus des propriétaires par rapport aux salariés va plus mesurer de l'inégalité que vraiment la création d'innovation dans un contexte précis. Mais dans un autre contexte, ça va mesurer justement cette sphère-là d'innovation qui sera présentée. Il y a une autre question dans le chat qui est liée à cette diapo-là. C'est notamment le retour sur le capital. On se pose la question à savoir pourquoi est-ce que c'était pas cité ou c'est pas apparu dans vos études? Le retour sur le capital, donc si ce n'est pas apparu dans l'étude, de ce dont je me rappelle, cet indicateur-là est là dans les indicateurs qui sont les moins utilisés par la littérature. Okay. Donc, c'est juste un classement. Donc, on se rend compte que dans la littérature, on s'intéresse un peu moins justement à ce retour-là sur capital. Peut-être parce qu'il y a moins de preuves empiriques sur cet effet-là qui a été utilisé. Donc, on pourra toujours le consulter ou l'adapter ou l'amener, mais ce n'est pas vraiment cité dans la littérature qui a été couverte. Parfait. Merci. Est-ce que ce serait possible d'accélérer un petit peu ou d'aller à vos conclusions plutôt que de faire les tests de robustesse? C'est bon. Juste pour qu'on puisse ouvrir à plusieurs questions. C'est bon. Alors, donc, ça, c'est ma dernière slide. Donc, ici, on propose, je vais pas rentrer dans le détail et tout, mais on propose vraiment une méthodologie pour pouvoir construire un index d'innovation. Donc, ça veut dire qu'on va donner des scores différents aux différents indicateurs qui sont là. Par exemple, si j'ai 3 villes, donc j'ai une ville dans laquelle, en termes de dépenses pour l'éducation, disons que j'ai une dépense de 2% à Montréal du GDP, mais j'ai 5% à Toronto, puis j'ai 3% ou 4% à peu près, par exemple, à Québec. Donc, je vais donner le score maximal à Toronto, étant donné que c'est le maximum, le score minimal à Montréal et le score médium, par exemple, à Québec et tout, par rapport donc à ces classifications-là de différentes mesures. Donc, il y a des mesures qui sont en millions, certaines mesures sont en pourcentage. Donc, on uniformise ça en mettant ça en score par rapport justement à où je me situe par rapport au maximum et au minimum de mon échantillon. Ça me donne un score et ce score-là, je peux l'agréger. Et ici, j'ai fait une agrégation qui est équivalente. Donc, j'ai donné le même poids à chaque indicateur et tout. Puis, ça nous donne un score. Et on peut donc dire qu'une région a une performance plus haute ou plus faible par rapport à ce score-là qui est donné. Donc, on peut donner une pondération qui est différente. Par exemple, une pondération par rapport au nombre de citations de cet indicateur-là pour pouvoir, ou bien par rapport à un intérêt précis. Moi, je m'intéresse un peu plus au output, donc je pondère plus les outputs que l'input, etc. Donc, ça peut faire ça et tout. Puis, ça permet donc de voir pourquoi, par exemple, une région est plus innovante qu'une autre. En termes d'input, qu'est-ce qui se passe en termes d'input? Pourquoi à ce niveau-là? Donc, déjà, je peux voir à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de dépenses gouvernementaux pour pouvoir aider l'innovation. Donc, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là? Donc, ça donne vraiment un outil précis donc aux politiciens, aux académiciens, de pouvoir faire peut-être aussi des analyses empiriques un peu plus profondes pour voir, OK, pourquoi c'est cet indicateur-là qui ressort un peu plus, pourquoi c'est ce concept-là d'innovation qui ressort un peu plus qu'un autre. Donc, ça, c'est une manière pratique vraiment de proposer, après cette revue de littérature-là, donc des outils qui nous permettent de pouvoir faire des scores et tout ça, qui sont là. Donc, par exemple, pour terminer, la région B a un score plus élevé de output par rapport à la région A, et la région A a un niveau plus élevé de input par rapport à la région B,
Mais de façon générale, on voit que c'est la région B qui se démarque. Et là, ça peut traduire que la région A, par exemple, a une difficulté à traduire ses inputs en output. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque au Canada. Le Canada investit beaucoup en recherche et développement, mais a beaucoup moins de produits d'innovation par rapport à d'autres pays comparables qui investissent beaucoup moins. Et là, on essaie de se questionner pour comprendre, mais pourquoi justement on voit cette dynamique-là qui est là. Et ça peut donner une idée d'aller observer qu'est-ce qui n'est pas bien fait en termes de output et de faire une analyse un peu plus empirique. Donc ici, ce n'est pas de la causalité, de la corrélation, c'est vraiment une description générale pour pouvoir faire une analyse plus poussée. Donc, c'est un peu ça pour ce que je voulais présenter ici. Donc, un cadre pour les indicateurs des écosystèmes d'innovation. Merci beaucoup pour la parole. On vous remercie beaucoup, M. Darbo. C'était très, très inspirant. Pendant que l'auditoire pense à ces questions et pense à lever la main ou à écrire dans la boîte de clavardage leurs commentaires, je vais usurper mon rôle de présidente à distance. Je me posais la question, pourquoi vous avez considéré la collaboration comme un extra plutôt qu'une activité d'innovation? Moi, je me posais, dans le manuel de Slow, c'est clairement dans les activités d'innovation plutôt que dans les outputs. Vous comptez aussi dans les outputs le nombre de papiers scientifiques qui sont vraiment très, très en amont de l'innovation plutôt que d'être une innovation comme telle. Et ça me mène une autre question. Pourquoi, par exemple, vous aviez ce qu'on appelle les BIRD, là, le Business Enterprise R&D, donc la R&D industrielle, mais vous n'avez pas la R&D ce qu'on appelle HERD, là, des institutions universitaires, et la contribution des entreprises à cette R&D universitaire. Parce que si je ne m'abuse, c'est là où le Canada est dans les meilleurs après l'Allemagne au niveau de l'OCDE. C'est au niveau du financement privé de la recherche universitaire. Donc, je me demandais pourquoi avoir classifié ça dans les extrants et qu'est-ce qui arrive avec la R&D universitaire? Est-ce que ça apparaît pas du tout sur votre radar? Oui. Donc, en ce qui concerne les citations des journaux, je pense qu'on les a mis dans les inputs au lieu Les citations, moi j'ai vu le nombre d'articles dans votre output. La collaboration aussi d'ailleurs. Oui, donc la collaboration, donc pour la collaboration, donc comme ce que je disais dans l'analyse qui a été faite et tout, il y a plusieurs dimensions qu'on peut regarder. Donc il y a des papiers qui montrent en termes d'input et d'autres papiers en termes d'output. C'est sûr que le papier de l'OCDE, par exemple, va les classer dans les inputs, mais on a le papier, par exemple, de l'ICI que je présente qui va les classer en termes d'output. Je pense que c'est plus un choix conceptuel qui a été fait. On pense plus que on s'est basé vraiment sur donc, des articles qui ont été cités là dans notre revue de littérature qui va montrer que c'est beaucoup plus dans des endroits où il y a de l'innovation que prennent place en fait de la collaboration et non la collaboration la collaboration mène à la création d'innovation, mais ce qu'on a observé vraiment beaucoup plus dans ces papiers-là, c'est que on va avoir tendance à collaborer donc dans des endroits où il y a beaucoup plus d'innovation pour pouvoir la rendre encore plus efficace, la rendre encore plus pertinente et tout. Donc, il y a ici un lien de causalité inverse qui va aller dans les deux sens. On aurait pu les mettre dans les inputs, mais on s'est basé vraiment beaucoup plus sur des articles qui vont dans l'autre sens. Et c'est pour cela qu'on les a gardés ici en termes d'output. Pour dire que la collaboration ici, si on voit qu'il y a de la collaboration qui prend place, c'est parce qu'il y a quand même un certain niveau d'innovation déjà qui est là, qui permet de faire en sorte qu'on veut plus rendre ça beaucoup plus efficace et tout. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre dans les inputs. Là, ça allait juste changer l'ordre de classification ou bien la manière dont c'est classifié ces différents
ces différents indicateurs et tout. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que changer les catégories ne va pas nécessairement influencer tant que ça, en fait, finalement, la création, par exemple, de notre indicateur, si on ajuste la pondération qu'on va avoir, étant donné le contexte dans lequel on veut être. En ce qui concerne la recherche un peu plus, les dépenses en recherche un peu plus privées, c'est retenu dans nos indicateurs qui sont faiblement cités, mais ce n'est pas beaucoup cité dans la littérature qui a été retenu et tout. C'est cité souvent contextuellement. Par exemple, pour le Canada, ça va être retenu pour des études canadiennes et tout, mais des études en Europe ou aux États-Unis, c'est un peu moins regardé. On va beaucoup plus regarder les dépenses académiques ou les dépenses gouvernementales, en fait, dans ce type-là de revues de littérature et tout ça. Merci. Donc, c'est ce que je dirais pour... Okay. Moi, je me serais attendu à ce qu'un bureau national de statistiques, ça rime un peu plus sur le manuel d'Oslo, mais ça, on peut en discuter à l'extérieur. Il y avait plusieurs questions. J'ai vu Dominique Gagnon d'abord et ensuite Rim Chatti. Donc, Monsieur Gagnon. Bonjour, Manassé. Donc, je voulais discuter un peu de l'implication d'une partie de l'approche où oui, on sait que pour les papiers certains, on va essayer de trouver un certain nombre de citations, puis oui, il va avoir une influence si le papier il est plus récent, il va être moins cité, puis peut-être qu'on va l'avoir enlevé. Mais au niveau des indicateurs, il y a une autre tendance aussi qu'il faut considérer. C'est que, surtout en considérant qu'une grosse partie de la littérature est au niveau international, un gros facteur qui influence le nombre de citations de l'indicateurs va être sa disponibilité. Puis on a plusieurs indicateurs là-dedans où c'est des agrégats nationaux qui sont fréquemment faits dans les systèmes de comptes nationaux. Donc oui, évidemment, ces indicateurs-là vont être plus disponibles, donc plus cités quand on va essayer de comparer les pays ensemble. Quand on regarde aux écosystèmes d'innovation, on va essayer on veut aller à un niveau plus détaillé où certains indicateurs nationaux ne sont pas disponibles, mais tu as d'autres indicateurs beaucoup plus précis qui vont être disponibles à ce niveau-là. Je me demandais si vous aviez considéré comment dealer avec cette limitation-là. Oui, donc j'ai pas eu le temps de rentrer dans les tests de robustesse, mais ça faisait partie de cela justement. Donc, on va faire une analyse alternative où on va enlever par exemple les études qui ont été faites au niveau macroéconomique. On va s'intéresser surtout à des études qui sont un peu plus microéconomiques et ça va changer un peu l'ordre effectivement de nos citations. Ça va surtout réduire un peu plus des indicateurs qui ont été proposés ici, mais ça va rajouter très peu. Je pense qu'il y a un seul indicateur de plus qui est rajouté, mais ça a une tendance globale à surtout réduire les indicateurs qui sont cités et tout. Mais il Donc, faut considérer aussi qu'il y a des indicateurs que peut-être on devrait produire, mais ils ne sont juste pas produits parce qu'ils sont pas. effectivement. Ce qui arrive dans la littérature, souvent, ils utilisent des indicateurs qui existent déjà comme proxy de ce qu'ils voudraient mesurer, puis des fois, ils nous disent ce qu'ils voudraient mesurer s'ils pouvaient. Donc, peut-être que regarder dans ce qui n'est pas mesuré est aussi pertinent, là. Tout à fait. Mais étant donné que l'objectif ici, c'était vraiment de faire une revue de littérature de ce qui est existant déjà, donc c'est pour cela qu'on a des indicateurs ici de performance de papier qui regardent dans des indicateurs qui sont existants, mais oui, c'est une très bonne question. Et ce qui a été fait juste a été de retirer donc des papiers macroéconomiques ou des papiers qui sont un peu plus anciens, s'intéresser uniquement à des papiers récents pour voir si les indicateurs allaient changer et tout, proposer un cadre alternatif. Merci. Madame Chatti, à vous la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui? Alors, moi, je suis Rim Chatti, je travaille à Statistique Canada. Je suis responsable des programmes d'innovation et des technologies. Je n'ai pas vraiment une question, mais je voudrais juste parler du contexte dans lequel cette revue de la littérature a été produite. Donc, lorsqu'on a mené des consultations, on a entendu, on a récolté tous les besoins en données par rapport aux écosystèmes d'innovation. On a demandé à la division de l'analyse d'économie de produire une revue de la littérature qui nous donnerait un cadre de mesure pour les écosystèmes d'innovation. Et je remercie Manassé pour le travail monumental qu'il a fait. Alors, après 2 ans, où nous en sommes?
nous avons commencé le travail. Ce que nous avons, les choses les plus importantes qu'on a entendues lors des consultations, c'est qu'on avait besoin de données longitudinales, on avait besoin des données au niveau des RMC, et on avait surtout, on ne voulait plus avoir des données par CIAN ou NACE, on voulait avoir des données par secteur technologique. Et puis, on a entendu aussi, on avait besoin de connaître les dépenses en recherche et développement, par RMC, de façon longitudinale, par secteur technologique, etc. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons améliorer la base de données qui est développée par la division d'analyse économique, qui relie les employeurs et les employés. Et nous allons nous concentrer sur les écosystèmes d'innovation qui se concentrent sur le développement des technologies high-tech. Et pour cela, nous allons les identifier à travers les caractéristiques de leurs employés. On va se concentrer sur les employés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en utilisant les données administratives. Donc, on va identifier les entreprises qui ont une forte proportion d'employés qu'on appelle STEM. Et ces entreprises-là, on va les considérer comme des entreprises high-tech ou intenses en connaissances, et on va produire des données pour ces entreprises-là. On va avoir une base de données longitudinale et on va produire des données par RMC. Et après, une fois qu'on a identifié cette population, nous avons besoin de déterminer, d'évaluer quelle est leur contribution par type de technologie, que ce soit la biotech, etc. Et c'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà. Et je remercie Manasseh pour son support par rapport à ce projet. Je vous remercie beaucoup, Madame Chatti, de ces précisions, et pour faire écho à ce qu'on a présenté jeudi dernier à Ottawa, je pense que ça va être très complémentaire avec ce que j'ai proposé comme étant la scie de précision. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents, c'est d'adopter un peu de l'appui gouvernemental plus ciblé pour justement les entreprises. Donc, si on a un tableau de bord et des détails beaucoup plus importants sur les activités d'innovation et les extrants de cette innovation-là, ou les résultats de l'innovation, je pense que ça va être très, très puissant de jumeler ces deux types de bases de données-là. C'est très, très intéressant pour une fille qui aime beaucoup les données. Davidé, il y avait une question dans la salle. Peut-être qu'on peut conclure sur cette question-là pour ouvrir le champ des possibles. Moi, j'avais une petite question. Alvar, veux-tu rebondir à ta question? Non, mais peut-être ta petite question de précision, Davidé, puis ensuite la question d'Alvar. En fait, bon, j'avais deux questions. Une, vous avez déjà répondu, c'était en plein dans la même commentaire qu'avait fait Dominique Gagnon. D'une certaine manière, quand on a une méthode par citation, on produit inévitablement un cadre qui est conservateur. Et donc, on est comme peu, pour rigoler, on est un peu innovant dans la manière de mesurer l'innovation. Mais je me demande si dans une future, peut-être, sachant ça, même avec ce même cadre input-output que je trouve, en tout cas, je l'ai bien apprécié, si on ne pourrait pas proposer un alternatif, donc un cadre plus, je ne sais pas comment l'appeler, dans lequel il y aurait des indicateurs, mais pris de manière différente, comme déjà été proposé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait Alvar au début, c'était, mettons, ce qu'il pourrait avoir economic impact, innovation impact, mais aussi environmental impact. Donc, il y aurait d'autres indicateurs, ça pourrait être intéressant. Et puis, la précision, j'étais surpris de voir que la collaboration, donc, Innovation Linkage, c'était sur la partie output. J'aimerais juste que vous me donniez les arguments que vous avez trouvés dans la littérature qui amènent les gens à les considérer comme output. Mais parce que c'est cyclique d'une certaine manière, je comprends que ça peut être un output, mais en même temps, ça devient une condition pour générer de nouvelles innovations d'une certaine manière. Ou dans d'autres contextes, c'est carrément la collaboration qui a permis l'innovation. Donc, un peu
C'est ça. Merci encore à Rim d'avoir précisé le contexte que j'avais parlé de ça au début. Je pense que Lucie aussi, j'allais donner la parole à Madame Chung, Lucie Chung pour parler des prochaines étapes, mais je pense que c'est un peu dans le même sens que Rim. L'idée qui est là ici, c'est de dire que le but de cette recherche-là, c'était vraiment de faire une revue de littérature de ce qui était existant. Donc, c'est difficile de proposer un cadre qui était différent de ce qui devait être proposé. Donc, c'est pour cela que je reste quand même tributaire en fait de ce qui a été proposé, qui va dans ce sens-là. Mais à la fin du papier, il y a une ouverture de discussion qui est proposée. Et justement, je précise qu'il y a certains indicateurs qui sont nouveaux, que j'ai gardé dans les annexes, par exemple, dans des indicateurs qui vont regarder les impacts environnementaux, bien qui tiennent un peu plus en compte le contexte COVID, etc. et tout. Donc, on peut toujours à titre d'information, on peut toujours les consulter et tout ça, et puis voir ce qui a été fait et tout. En ce qui concerne la collaboration, comme ce que je dis, il faut voir la collaboration un peu comme un processus d'innovation, comme de l'innovation aussi. Ça veut dire qu'on collabore ensemble et ça, c'est une mesure d'innovation. C'est comme une mesure indirecte d'innovation. Le fait de collaborer, c'est une innovation et tout, parce qu'on crée des idées, etc. et tout. Donc, cette littérature-là va présenter ça comme étant justement un produit d'innovation, parce que c'est comme un processus d'innovation qui est mis en place et tout ça, qui est déjà développé. C'est une création d'innovation. Donc, il considère la collaboration comme de l'innovation et non la collaboration comme ce qui va permettre de l'innovation, etc. Et tout ça. Donc, c'est un choix qui a été fait, comme je dis, le manuel d'Oslo va faire un choix qui est contraire, mais il y a d'autres, la majorité en tout cas vont faire dans ce sens-là par rapport au manuel d'Oslo. Donc c'est un choix, ouais, qui doit être fait. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si, Alvar, ta question, on peut la résumer. Est-ce que vous avez considéré les dimensions sociales et environnementales dans la liste des indicateurs ou est-ce que ça fait partie des choses qui s'en viennent? Parce que le gouvernement, dans son budget fédéral en 2021, a mandaté Statistique Canada pour mesurer tout un paquet d'indicateurs justement sur les dimensions sociales, de gouvernance, environnementale. Et il y a un tableau de bord qui existe à Statistique Canada qu'on commence à explorer. Donc, est-ce que ça fait partie des choses qui sont dans les cartons? Oui, donc, réponse très rapide. Dans les papiers qui ont été proposés, il y a ce papier-là qui regarde les études régionales aux États-Unis, donc de Indiana Business Research Center, et eux proposent en fait des index qu'ils appellent des index sociaux, des index étatiques, et eux montrent une panoplie en fait d'indicateurs en fait social qui va aller mesurer justement le contexte social, etc. et tout, les effets. Et donc ça encore une fois c'est dans l'annexe et tout, mais c'est pas beaucoup cité, donc ça fait que ça rentre dans les citations faibles. Les citations faibles, vraiment, il faut pas les voir comme étant des citations et des indicateurs peu pertinents. Mais c'est juste dans la revue littérature qui a été faite et tout ça, ça n'a pas été retenu et tout dans le cadre, mais on décrit comment construire et puis quels sont ces cadres-là. Mais eux proposent donc ces types d'indicateurs sociaux. Merci beaucoup. Excellent. Bon, et comme il n'y a plus de questions et qu'il est déjà midi 19, je vais vous remercier pour cette excellente présentation. L'enregistrement va être mis en ligne. Dans la boîte de clavardage, on me demande la présentation et le rapport. Est-ce que ce serait possible de pouvoir les mettre dans le site de 4.0 ou de mettre un lien vers les deux documents qui seraient hébergés peut-être à Statistique Canada, je ne sais pas. Donc, on va trouver un moyen de rendre disponible, avec votre permission, ce que vous voulez partager avec la communauté, parce qu'il y a certains qui ont dû partir d'avance, mais tous demandent l'information parce que je pense que vous avez suscité beaucoup d'enthousiasme. C'est bon. C'est bon, merci. Oui, on va travailler là-dessus. Donc, l'une des prochaines étapes sera aussi d'inclure les commentaires. Encore une fois, merci pour tous les bons commentaires qui ont été faits. Ça nous permet de pouvoir réfléchir. Là, on va continuer le travail de réflexion aussi avec Rim et Dominique et toute son équipe qui travaille aussi avec moi sur ce projet-là et tout. Et on veut mettre aussi en place une version qui sera partageable là, très rapidement là, pour que vous puissiez avoir accès
Merci. Parfait, c'est bien gentil. Donc, dès que vous avez une version, nous, on va s'empresser de la distribuer aux gens qui se sont inscrits à ce webinaire. Donc, je vous souhaite tous, j'imagine, bon appétit, mais il y en a peut-être qui sont un peu partout dans le monde. Donc, dans lequel cas, bonne pause café ou bon thé ou bon souper. Donc, merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.